la fac de médecine de McGill, mais qui est un docteur en droit et donc qui travaille sur la bioéthique à une époque où la bioéthique était moins à la mode que maintenant. Et Céline Castet-Renard, que je connais aussi depuis assez longtemps maintenant, plus d'une dizaine d'années, qui à l'époque était à l'université de Toulouse, en France, et qui depuis quelques mois maintenant est professeur à la section droit civil de l'université d'Ottawa. Donc c'est un vrai plaisir et pour les éléments de contingence, vous avez dû tous déjà signer une feuille pour ceux qui voudraient de la reconnaissance de formation, que ce soit pour les avocats ou les notaires. Donc ça, je pense, cette contingence est réglée. La manière dont va se dérouler ce 3h30 que nous avons ensemble, en sachant qu'il y aura une pause à peu près au milieu, c'est que on va demander à chacun d'entre nous, puis je me suis octroyé le premier rôle, enfin d'intervenir en premier, à peu près 20, maximum 25 minutes, vous présenter la perspective que nous avons sur ce sujet que constitue le consentement numérique et sa possible mort. Vous avez vu que j'ai rajouté un point d'interrogation. Donc sur cette mort potentielle du numérique, donc je demanderai à chacun des 5 intervenants de donner son point de vue, et après chaque intervenant, on fera s'il y a des questions, des commentaires, des réactions, je demanderai d'abord aux gens du panel de réagir s'ils le veulent, et puis ensuite à vous. Donc, l'idée, c'était de faire véritablement une sorte d'un peu table ronde de discussion sur cette belle thématique d'un sujet qui me plaît bien. Puis là, j'embarque directement dans le sujet. C'est un sujet que j'ai la prétention en fait de connaître depuis plus de 25 ans. Parce que j'ai fait ma thèse là-dessus lors d'un autre siècle, que j'avais commencé à l'époque sur le contrat EDI. Alors les plus vieux se rappelleront peut-être qu'est-ce que c'était que l'EDI. L'EDI, c'était un domaine qui était aussi à la mode que la blockchain maintenant, et qui s'utilise encore dans certains domaines notamment de la distribution, la grande distribution. L'automobile, par exemple, utilise ce langage qui permet de faire des contrats automatisés. Et quand j'ai fait ma présentation hier, je pouvais pas me retenir. En fait, je pensais à Yann Que, je sais pas si certains le connaissent, qui était un prof à l'université d'Ottawa, qui est décédé l'an dernier. Et à chaque fois que je travaillais hier soir je pensais forcément à lui, parce que tout début que j'étais prof à l'université d'Ottawa, on avait des belles discussions justement sur la thématique d'aujourd'hui. Et je voulais lui dédier cette petite rencontre. À cet ami Yann. Et donc, c'est cette thèse que j'ai publiée. Alors, j'ai publié en Belgique. Je crois qu'il y a des versions pirates que l'on trouve sur le web. Et puis, je pense que j'ai gagné 78 € de droits d'auteur avec cet ouvrage en 20 ans. Donc, je vous autorise moralement à utiliser ces outils-là. Mais dans le cadre de cette thèse que je vais vous résumer en 20 secondes, l'idée, c'était de montrer que le contrat numérique était différent du contrat traditionnel. Il était différent parce que face à la perte de la matière physique, de la matière papier, qui était le support habituel qu'on utilise pour faire des contrats, il fallait garantir un niveau de sécurité équivalent, et face à la perte de la matière, il fallait suppléer avec un processus, et je m'étais basé notamment sur un auteur, Ethan Katch, qui devait venir la semaine prochaine d'ailleurs au laboratoire de cyberjustice faire une conférence. Ethan Katch, qui est notamment un des premiers à avoir réfléchi sur les questions de justice en ligne. Et dans un de ses livres, un livre fondateur, 1994, il explique que autant le papier, le contrat papier est un acte en tant que tel, le contrat électronique, c'est un processus sur la longueur, et durant toutes les étapes, il faut assurer certaines garanties pour assurer la protection des parties en cause. Alors le propos que je vous présente aujourd'hui, en lien direct avec le sujet, donc la thématique de la mort possible du contrat numérique, c'est d'une part de dire qu'effectivement, il y a une sorte de mort annoncée relativement au contrat, mort annoncée qui serait quand même, je pense, possible de ressusciter des morts, sous réserve de faire autre chose que ce qu'on fait actuellement. C'est ma position, que ce qu'on fait actuellement, où dans l'état actuel des choses, la réalité de la pratique est assez consternante sur comment les contrats en fait permettent notamment de protéger les parties en cause.
Alors sur la mort annoncée, qui est une première partie de mon propos, je me suis basé sur un auteur, certains le connaissent peut-être, Grant Gilmore, qui en 1974 a écrit, alors on était évidemment bien avant le numérique, qui a annoncé cette mort du contrat, où il explique d'ailleurs que en droit des contrats, on a une succession de très longues périodes où il y a une disjonction entre la pratique et la théorie. Et qu'il y a des très courtes périodes, notamment par des grandes jurisprudences ou par des changements législatifs, où il y a à nouveau un contact, une cohérence entre la théorie et la pratique. Et effectivement, je crois que actuellement, on est dans une totale disjonction entre la théorie des contrats et la pratique des contrats. Donc, je voulais utiliser cette distinction de Grant Gilmore pour, sur la mort annoncée, évoquer 2 points. Le premier point, où je crois qu'il y a une sorte de... J'ai utilisé le terme pour référer... essayer d'être drôle par rapport à la mort là d'acharnement thérapeutique, dans le sens où effectivement actuellement on apprend dans les facs de droit et puis que faire du contrat c'est vouloir et après on verra que la pratique fait en sorte que le vouloir est totalement désincarné et que on est très loin de cette situation là. Alors sur la place du vouloir, bon vieux code civil qui constitue évidemment notre Bible à tous ici au Québec, où un contrat c'est quoi? C'est de la volonté, c'est un échange de volonté. That's it. C'est rien d'autre. Aucune formalité normalement, sauf exception imposée par la loi ou par contrat, mais une loi, un contrat, c'est juste un échange, une sorte d'aller-retour entre un offrant et un acceptant. Ce n'est que ça, le code civil le dit. Et il y a une sorte de déification de ce vouloir, qui est considéré, encore une fois, comme l'élément unique et essentiel. Et le problème, c'est que ce vouloir, en fait, il est très déconnecté de la finalité de ce que peut avoir un contrat, notamment dans le domaine de la consommation. On veut protéger certaines parties par rapport à d'autres, et je suis pas sûr que le vouloir soit le meilleur outil pour ce faire. D'autant que ce vouloir est compris par la jurisprudence. J'évoquerai notamment cette référence qui constituait, il y en a eu des éléments d'atténuation récemment, mais la grande décision qu'on a vécue au Canada avec l'affaire Dell, il y a plus de 10 ans maintenant, 13 ans, où en bout de ligne, on a un contrat d'1 kilomètre de long, et les juges vont dire c'est correct, ne changez rien. Alors, il y a un contexte derrière. C'était dans le cadre d'un recours collectif où on avait une cause très peu sympathique, et donc les juges n'ont pas voulu outrepasser ou être un petit peu créatifs en disant non, le contrat d'1 kilomètre que personne n'a lu, c'est correct. Et tout le monde, praticien, là, c'est assez facile. Là, maintenant, vous voulez protéger une entreprise, vous avez juste à rajouter dans le contrat. Et si on se base sur cette jurisprudence d'elle, ça c'est suffisant. Les parties sont supposées la lire. Donc ce vouloir, il est de plus en plus contesté, justement par la pratique. Alors, en théorie aussi, et une petite référence, j'ai appris qu'il était mort en 2010, je ne savais pas, mais dans ma tête, j'avais beaucoup travaillé sur les travaux de Ian McNeill, qui est un prof américain, qui, dans plusieurs de ses écrits, montre que le vouloir, en fait, c'est une partie excessivement minime à l'intérieur des contrats. Et dans un de ses livres, en 1980, il explique qu'en fait, la finalité d'un contrat, c'est juste prévoir le futur. On essaye de faire une pseudo-échange de volonté qui est très souvent virtuel ou absent, mais l'objectif uniquement, c'est de être capable, s'il y a un litige qui s'en vient, dans le délai de prescription de 3 ans, qui est généralement le cas, que si jamais il y a un litige, on va savoir où aller pour déterminer dans quelle direction aller. Donc, je ne vais pas plus loin sur le plan de la théorie, j'aurais pu épiloguer très longtemps, mais c'est peut-être pas le format, ou peu importe. Je veux juste revenir davantage sur le vouloir qui correspond en rien aux pratiques que l'on trouve en regardant des sites web, en regardant comment les contrats se forment, notamment sur le web. Et on voit qu'il y a des pratiques qui n'ont rien à voir avec le vouloir, que ce soit quant à la mise à disposition de l'information, que sur la manière de consentir. Alors, sur la mise à disposition de l'information, vous avez, là j'en ai identifié 7, mais dans d'autres conférences j'en mets 15, certaines pathologies que l'on trouve sur les contrats. Alors, vous avez les contrats que... alors, une première pathologie, c'est la lisibilité sur un écran qui est fort différente que sur un papier. Et Jacob Nielsen, qui est un vieil auteur 99, a écrit un livre,
l'image du milieu, où il explique en fait que on ne lit pas sur un écran comme on lit sur un papier. La capacité de lecture est bien moindre sur un écran que sur du papier. La capacité de mémorisation est bien moindre sur un écran que sur du papier. La capacité de faire des erreurs est beaucoup plus grande sur un écran que sur du papier. Et il le quantifie, il le mesure. Et il montre, c'est l'image de droite, en fait, que quand vous voulez lire, tout ce qui est en rouge, c'est ce que les gens lisent assez bien, et tout ce qui est en bleu, c'est ce qu'ils lisent absolument pas du tout. Donc, comme avocat, si vous voulez être sûr que personne ne lit une clause qui peut être problématique, ben vous le mettez un peu en bas, un peu sur la droite, et puis là, vous êtes correct. J'ai oublié de le remercier, Lady Zanou, qui était la personne qui vous a accueilli au départ, fait sa thèse de doctorat sur le consentement mobile. Le consentement mobile, imaginez les complexités, encore une fois, de lire un contrat de 15 km de long sur un petit écran de 2 cm par 4. Donc on est, encore une fois, dans une totale abstraction, encore une fois, avec le principe de vouloir en termes de lisibilité. En termes aussi, spécificité du numérique, du fait qu'on a des contrats qui sont dynamiques. Et ça, j'allais une fois à Toronto par le train, et puis je me suis amusé à prendre les clauses que vous avez tous lues, et si vous avez pris le train pour se brancher sur le Wi-Fi, où on vous dit, écoutez, anyway, je peux changer le contrat quand vous voulez, à charge pour vous, parce que vous avez que ça à faire pour aller voir le contrat, si jamais il a changé par rapport à la dernière fois. Alors ça, il y a plusieurs législations en Ontario, au Québec, qui rendent ça comme étant une clause abusive, mais malgré tout, ça se fait encore. Vous avez beaucoup de contrats qui autorisent comme ça une capacité de modifier. Les contrats au kilo, c'est pour ça que j'ai mis un poil, hein, les contrats qui font des kilomètres de long. Alors je sais pas pourquoi, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Peut-être aussi parce que quand on est avocate, plus facile de biler un contrat de 15 km plutôt qu'une page. Et c'est basé en fait sur le fait que l'information protège, ce qui est une aberration. Au contraire, l'information, c'est comme l'oxygène, quand vous en avez trop, vous mourrez. Donc il y a un dosage à opérer pour éviter cette pathologie. L'hypertextualité aussi, là encore il y a des études en communication qui montrent qu'on ne lit pas pareil sur un écran avec des liens hypertextes ou vous savez, dans un contrat papier, on sait où est-ce qu'il commence, quand c'est ce qui finit. Dans un contrat comme un contrat Facebook, vous avez plein de liens où vous arrivez, vous repartez à gauche, vous revenez, vous redescendez, vous repartez pour en dire un autre, avec plein de clauses hypertextes, on a plus de difficultés à avoir une vision globale du contrat. Des contrats, des fois, qui sont, comme Où est Charlie, difficiles à trouver. Des contrats qui sont très souvent abusifs. Vous me donnez 5 minutes, je vous trouve des clauses abusives dans des contrats de plateforme que vous utilisez tous. Des contrats qui sont souvent stupides. J'ai toujours la même slide, j'ai vérifié quand même pour être... Dans le contrat de Dell, vous achetez une clé USB à 5,99. Vous avez un contrat qui vous dit qu'avec cet outil, vous pouvez pas faire d'opération nucléaire, vous pouvez pas conduire des aéronefs. Alors c'est sûr qu'on a des contrats d'un kilomètre de long quand on met des clauses de ce genre-là. Donc, désincarner sur la mise à disposition d'informations, mais désinformer aussi sur le mode dont le consentement est offert. Alors, on avait, dans les années 80, ce que j'appelais les clauses vache-qui-rit, c'est-à-dire des clauses dans les contrats de logiciels où on dit, il y a un consentement. Alors, le fait de déchirer une enveloppe constitue un consentement des clauses qui sont dans le contrat. Et notamment, c'était suite à une jurisprudence dont j'ai pas le temps de revenir aux États-Unis, l'affaire procédé contre Zeidenberg, où on a validé ce type de procédé-là. Et par extension, alors oui, c'est une petite image, dire là, je sais pas s'il y a un contrat dans ce cas-ci, vu que le seal n'a pas été cassé, mais par extension, on est arrivé avec Dell, avec la validation des contrats via un clic. Et juste, je vais vous montrer le cas. Alors, dans le cas de Dell, en 2007, le contrat a été un peu rédigé de manière différente, mais vous achetiez votre clé USB. Puis là, c'était beaucoup moins bien fait que maintenant, mais vous aviez un premier clic avant où vous n'avez pas besoin de cocher la petite case à côté pour dire je suis d'accord ou je suis pas d'accord. C'est simplement à la fin, il y avait un clic et on a considéré que le lien bleu était suffisant pour dire que vous avez accepté la clause en question. Alors, en fait, si on voulait savoir qu'on était, parce que le litige dans Dell, c'était la validité d'une clause d'arbitrage, il fallait cliquer ici là-dessus. Vous arriviez à l'article 13C à un deuxième lien qui vous envoyait sur un forum en question. Là, vous cliquez une quatrième fois, vous y aviez, en l'occurrence, les règles qui s'appliquaient à votre cas. Encore une fois, en termes de vouloir, c'est évidemment une aberration pour qu'un consommateur puisse être censé connaître cet élément-là. Et la troisième forme de contrat que l'on trouve, qui existe encore régulièrement, et allez voir tous les sites que vous avez des sites où c'est simplement mis en cliquant généralement en bas, ce qui est
encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on est sûr de pas le lire. Il y avait une clause qui dit, le seul fait d'utiliser ce site-là constitue une acceptation des clauses suivantes. Ce qui est le pire, c'est que souvent dans les contrats de terms and conditions qu'on trouve sur le site web, c'est du contenu qui n'a aucun intérêt juridique. C'est des contenus qui ne font que répéter l'état de la loi. Donc, par exemple, il faut protéger le droit d'auteur, il faut protéger la vie privée, qui sont déjà des dispositions, des principes qui sont prévus dans les lois. Donc, on est face, réalité et pratique, à une mascarade contractuelle. Une mascarade contractuelle, c'est notamment une autrice américaine qui calculait que le fait de switcher du browse wrap, donc à un click wrap, n'occasionnait qu'une hausse de lecture du contrat de 0,36%. Ridicule. Donc, même avec une forme de consentement plus protecteur, on arrive en bout de ligne à la même chose, c'est-à-dire j'ai pas envie de lire les contrats parce que moi oui parce que je suis insomniaque, mais tout le monde n'a pas intérêt. Un autre exemple en matière de responsabilité où Airbnb disent please read ceci, 9 fois ils le disent. S'il vous plaît, lisez ceci. Vous comprenez 26 fois, vous comprenez ceci et cela. Évidemment, je comprends un contrat d'1 kilomètre de long. Mais voilà le type de pratique. Alors, maintenant, de manière plus constructive, et puis là, ça va me permettre de présenter, encore une fois, les intervenants de l'après-midi. Qu'est-ce qu'on fait pour être constructif? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ressusciter des morts ce contrat dont la mort a été annoncée par beaucoup? Alors, je pense qu'une première solution, c'est vraiment s'assurer qu'il y a un vrai vouloir, qu'il y ait une volonté de réaffirmer ce vouloir. Puis il y a d'autres hypothèses, à mon avis, où il faut arrêter de référer au contrat. Je pense qu'il y a des choses on devrait avoir, peut-être des notions d'ordre public plus fortes où on ne peut pas consentir à tout. Donc c'est en gros les deux directions que je voulais proposer. Alors vouloir pour de vrai, et puis là, je vais sans doute référer aux travaux, à la présentation de Céline Casté-Renard, parce que dans le domaine de la vie privée, on a, c'est le cas notamment avec Pipeda, avec le changement de la loi fédérale en matière de vie privée, on dit on va consolider des consentements explicites. Mais quand on parle d'IA, quand on parle de vie privée par Facebook, par Google, c'est trop compliqué. Monsieur, madame, tout le monde n'est pas capable, à bien des égards, de comprendre et de savoir dans quel cadre. On a été avec Céline, tu te rappelles, dans un meeting à Ottawa ultra confidentiel. On a signé, c'est filmé en plus, mais des ententes de confidentialité comme quoi on pouvait rien révéler. Et en gros, c'était de voir, voilà, regardez ce qu'on fait sur Facebook, s'assurer que les gens comprennent. Mais la solution, selon moi, pour un cas de Facebook, elle est pas là. Parce que, à bien des égards, ce que fait Facebook avec les données, le kidam moyen, là, et puis c'est pas un point de vue très élitiste d'universitaire, c'est que dans les faits, là, on a considéré, j'aurais pu vous mettre, mais on a considéré que une politique de Facebook est à peu près l'équivalent en termes de complexité que le discours de la raison pure de Kant. On est à un niveau d'élaboration qui, encore une fois, est inintéressant pour la plus grande quantité de gens, mais surtout, c'est un niveau de complexité inhérent à ces documents de nature juridique. Donc, vouloir pour de vrai, je ne crois pas que le consentement explicite, Pistelli infirmera ou confirmera peut-être, mais et pour moi, le meilleur exemple, c'est les bandeaux de cookies qui m'énervent un peu au point, surtout sur des écrans mobiles. Alors, sur un écran mobile, vous êtes obligé de cliquer quelque part parce que vous voyez rien, ça prend les 2 tiers de l'écran, et c'est basé vraiment sur l'idée que l'information protège. Qui, à mon avis, est un leurre. Alors, Charles Le Sieur est CEO d'une start-up qui veut proposer des solutions, et effectivement, une des avenues possibles, c'est de technologiser, excusez ce néologisme, ce type de vouloir, et donc, à certains égards, utiliser la technologie pour humaniser cette relation qu'il peut y avoir dans le cadre d'un contrat d'adhésion. Vouloir gamifier, alors ça, une référence à Yann Joly, avec qui on a fini un article tout récemment, vraiment tout récemment, où justement, notamment dans le domaine de la santé, où l'information est
particulièrement sensibles, où on voudrait impliquer notamment les patients. Un exemple qu'on peut donner, puis je sais pas si tu vas en parler parce que tu vas parler plus de recherche aussi, mais l'idée c'était, par exemple, un patient qui a du diabète, on veut l'inciter à donner des données sur lui-même, et on veut aussi l'inciter à avoir un contrôle sur ses propres données. Et pour ça, on crée ce qu'on appelle des jeux sérieux, qui est très connu. J'ai vu des conférences sur HEC Montréal là-dessus. Des jeux sérieux pour inciter les personnes à effectuer un véritable contrôle sur les propres données, un vrai contrôle et une vraie connaissance de la manière dont leurs données sont utilisées. Un vouloir designer aussi. Et puis là, encore une fois, je réfère justement aux gens des HEC, en l'occurrence à Camille Grange, qui va voir ce qu'on peut faire justement pour s'assurer que sur un site web, on n'est pas le seul espace qui n'est pas designé pour être bien compris par l'usager moyen, c'est les foutus documents juridiques. Ou au contraire, actuellement, il y a une volonté d'être le plus abscon, le plus incompréhensible possible. Vouloir humaniser, on pourrait très bien avec des machines s'assurer, tout simplement des trucs tout bêtes, mettre des noms hyper facile, c'est-à-dire tiens Vincent, tu acceptes ceci, cela, juste des petites, non, on met des codes couleurs, on met de la voix. On peut avoir, on l'a évoqué ce matin, on met de la voix pour s'assurer des images. Et ça, c'est comme exactement ce qui se fait dans les Creative Commons. Si vous avez déjà vu des licences de Creative Commons, vous avez 3 images qui résument. Et en fait, vous avez un processus d'intégration de code HTML que vous mettez sur une page et vous avez juste 2-3 cases à cocher et ça vous permet en bout de ligne d'avoir un contrat. Alors après, il y a un autre contrat un peu plus long qui fait 2 pages, mais au moins une sorte de résumé via un contrat image. Contrat image, d'ailleurs, les premières versions du RGPD, donc je suis sûr que tu vas en parler, qui avait été considéré. D'ailleurs, dans la RGPD de cette version de rapport Albrecht 2012, on voulait aussi interdire certaines hypothèses de consentement. Il y avait une notion d'ordre public qui a été effacée, comme les contrats images, dans la version substantielle. Donc, je veux être constructif et je veux vous proposer de l'espérance. Je crois qu'il y a des moyens de renforcer cette connexion entre la théorie et la pratique. Mais malgré tout, je crois qu'il y a des hypothèses où il faut se distancer de cet élément de volonté. On ne peut pas consentir à tout, et notamment des éléments qui sont trop difficiles à expliquer pour le commun des mortels. Et il faut arrêter, me semble-t-il, de croire que le consentement va nous sauver des plateformes. J'en ai pris 2, mais j'en ai mis d'autres. Et je me rappelle, j'étais en France quelques jours après que cette décision, qui avait fait grand bruit, il y avait un pétage de bretelles uniformisé. On dit ouais, 55 millions contre Google parce qu'ils nous ont mal informés de ce qu'ils faisaient avec nos données. C'est une fausse bonne idée dans la mesure où ils ont juste à rajouter du contenu mis à disposition pour se conformer au fameux RGPD. Deuxième point, puis je vais finir là-dessus. Je pense qu'il faut de plus en plus, et c'est dans la même lignée de la discussion de ce matin pour ceux qui étaient là aux 2 activités, mais je crois qu'il y a un besoin d'institutionnaliser le contrôle avec, à mon avis, des places. Il y a une place pour l'État pour tenter de contrôler, un petit peu comme s'il se faisait en France avec les commissions de causes abusives. Alors, pour des raisons notamment économiques, c'est difficile à transposer, à mon avis, au Québec parce que notre marché est beaucoup plus petit. Mais où on a une commission qui fait du travail a priori sur des clauses qui sont possiblement considérées comme problématiques. Donc, en l'absence de litige, ils vont identifier des clauses blanches, des clauses noires, des clauses grises, en regardant tout simplement ce qu'il y a sur les sites. Ça existe, ça d'ailleurs, dans le domaine de la vie privée, dans le secteur public, où il est possible de signer dans la loi sur la vie privée, c'est une solution que je trouve très intéressante, où un organisme qui va utiliser des données pour une fin donnée, plutôt qu'avoir un pseudo-consentement de la part d'intéressés, va faire une entente de communication auprès de l'organisme de contrôle en disant, ben voilà, je vais utiliser les données pour telle fin, voici les garanties que j'opère. Donc, on bypass, si vous me permettez l'expression, on contourne ce consentement qui est le moyen généralement d'utiliser les données, et au contraire, on a une intervention d'un organisme de contrôle qui va valider ou non la manière dont les données sont utilisées. Alors voilà, en gros, en quelques minutes, le propos de présentation que je voulais vous faire sur ce sujet sur lequel il m'a fait vraiment plaisir de revenir parce que je l'avais laissé un peu tomber. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si
certains d'entre vous avaient une réaction à chaud à faire à cette courte et rapide présentation. Aussi, vous pouvez aussi... ou sinon la salle. Questions, commentaires, critiques, s'il vous plaît. Monsieur, on a des micros. Oui, Jean-Noël Bérubé. Juste une petite remarque préalable, toute simple. Je me demande si on a tout simplement un choix. On avait donc l'Internet, c'est l'Internet des commerçants. Ça s'est développé alors que personne ne voulait payer. Le monde de la publicité s'en est occupé. C'est autofinancé. Le produit, c'est nous. Alors, on vaut à peu près 250 $ par année par personne internaute. On a donc un choix, à savoir, est-ce que je veux avoir... donc, on a accès à Google maintenant. On voit très bien, c'est écrit, on a accès à vos courriels et tout, mais pas vous personnellement, mais l'information pour que vous ayez une publicité ciblée. Donc, au lieu d'avoir une publicité non ciblée, dérangeante, de sujets qui nous intéressent pas, on a trouvé un moyen par un aller-retour, un tour de passe-passe mathématique, les cookies, les logiciels espions-logiciels ou comment est-ce qu'on les appelle, et puis qui vous donne une rétroactivité absolument futuriste, extraordinaire, qui existe depuis plusieurs années maintenant, où entre ce que vous avez tapé sur vos emails, sur votre web, sur tout ce qu'il y avait sur Gmail, n'importe quoi, eh bien ça sert pour vous ramener exactement, j'ai marqué restaurant italien, tiens, j'ai soudainement bien des restaurants italiens, ça a pris 2 secondes, ça se peut pas que c'est parce que j'ai tapé restaurant italien dans un email que j'ai envoyé à quelqu'un. Alors, la question est à savoir, est-ce que je veux, puisque j'ai pas le choix de cette manière-là, c'est un contrat d'adhésion numérique, si on veut une publicité ciblée où ça se rapporte à mes activités, à ce que je suis, ou est-ce que je vais effacer le profil puis avoir, je suis en train de taper restaurant italien, puis finalement, j'ai une automobile que je vois comme publicité puis ça m'intéresse pas, ou est-ce qu'on veut un Internet qui est, parce que c'est jamais gratuit, qui est financé, qui est gratuit, mais financé par nos taxes, par le gouvernement, où il n'y a aucune publicité, puis encore le gouvernement va dire, ben non, il faut qu'on sache qu'est-ce que vous faites pour prévenir des choses terribles comme le terrorisme. Alors, on a comme un choix qui n'en est pas un, c'est l'Internet publicitaire, et c'est Internet publicitaire ciblé avec les cookies, ou c'est un Internet qui serait gratuit, mais le gouvernement prend en charge le tout, puis il n'y a pas de publicité, mais il y aura quelqu'un quand même pour dire, oui, d'accord, mais on peut pas vous laisser aller comme ça à tout faire sur l'Internet, il y a tellement de choses terribles qui arrivent, bon, il faut qu'on ait le droit de regarder des choses impossibles. Avant ça, c'était un délit de lire le courrier des autres. Aujourd'hui, c'est courant, on l'accepte, sinon, on n'aura pas accès au site, on va avoir un petit message, dire, malheureusement, on vit avec la publicité. Alors, c'est ça ma réaction. Quel est le choix? Quel est le troisième choix? Est-ce qu'il y a un choix pour l'avoir? Parce qu'il n'y a jamais rien de gratuit dans la vie. C'est vous qui payez, soit de votre personne, soit de vos taxes. Je suis pas sûr d'avoir une réponse à mes commentaires qui allaient dans plusieurs sens, mais moi je référerais simplement, puis ça date d'il y a longtemps, mais il y avait le premier rapport qui était fait par le commissariat à la vie privée fédéral en 2009 par Madame Denham à l'époque, qui est dans d'autres forums maintenant. Elle avait évoqué en fait l'idée que la publicité ne nécessitait pas, en fait, c'était une fin légitime et donc ne nécessitait pas un consentement de la part des intéressés. Et alors on peut en douter, il y a des applications de publicité qui, à mon avis, sont plus intrusives que d'autres, mais je crois que il y a un peu dans la mouvance de ce que j'ai dit, on n'a pas besoin d'avoir forcément des consentements pour tout. Il faut absolument des consentements éventuellement ou d'autres mesures de protection quand on utilise pour des fins qui peuvent être potentiellement préjudiciables. Le cas qui est le vôtre, à savoir ce qui est évident là, je vais sur Expedia parce que je veux aller, alors c'est pas le moment là, mais je veux aller en Italie. Et ben vous allez forcément avoir, quand vous branchez sur Facebook, une publicité d'une autre compagnie qui vous dit ah bah tiens, pour Rome en ce moment c'est vraiment pas cher. Donc je sais pas si, je crois qu'il y a suffisamment de situations problématiques pour peut-être avoir à gérer par le droit, et notamment en l'occurrence par le consentement, une situation qui l'est peut-être pas tant que ça.